Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il m'appartient donc, en tant qu'ancien président de l'Association des anciens de l'ENA, qui est l'ancienne dénomination de l'actuel INSP, Institut national de service public, la grande école qui forme les cadres de l'administration française. Et en même temps aussi, je suis l'ancien président de l'ANJA, Association nationale pour la justice administrative, de vous donc saluer aujourd'hui et de vous présenter nos mots de bienvenue. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir aussi nombreux dans cette salle. Je pense que pour une conférence sur le droit administratif et sur le contentieux administratif, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Les personnes qui étaient dehors allaient peut-être se demander s'il y avait ici un concert ou distribution de bourses. Et pourtant, il s'agit d'une conférence sur la justice administrative. Cela témoigne donc de l'intérêt que le grand public a sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui et que notre modératrice aura tout le temps d'introduire après. Je me permets juste de dire que la conférence d'aujourd'hui est donc le fruit d'une collaboration entre les deux associations, AENA et ANZA d'une part, et bien sûr aussi donc avec l'appui de nos partenaires de toujours, l'ambassade de France à Madagascar, qui appuie l'activité de l'AENA, et bien entendu donc notre hôte d'aujourd'hui, l'IFM. Cela fait plusieurs années qu'il y a donc une collaboration entre ces deux associations et cela fait plusieurs années également que l'AENA organise régulièrement des conférences ici à l'IFM sur des thématiques diverses touchant à la vie publique ou à l'administration publique. Et nous nous réjouissons d'être parmi les organisateurs de ce genre de conférences comme étant reconnus comme les plus sérieux. Preuve en est encore de votre présence nombreuse aujourd'hui. Et donc, avant cette collaboration de ce jour entre les deux associations, l'ANZA, de son côté aussi, a fait son bout de chemin tout seul. Et j'ai le privilège de vous présenter également donc aujourd'hui cet ouvrage dont il existe quelques exemplaires qu'on va vous distribuer à la sortie tout à l'heure. C'est une étude très sérieuse sur l'état d'urgence sanitaire pour Madagascar qui a fait l'objet d'un colloque l'année dernière. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de faire que ce colloque se fasse devant plusieurs personnes, mais voilà, donc aujourd'hui, les résultats sont publiés sous cet ouvrage et quelques-uns d'entre vous, puisque malheureusement, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, auront le privilège d'avoir cette étude. Sinon, si vous voulez la voir, maintenant, il y a un outil formidable qui s'appelle Google. Il vous suffit de taper sur Google « État d'urgence sanitaire à Madagascar » et puis vous allez trouver la version PDF de ce document en ligne, si cela vous intéresse. Et donc, cela m'amène au sujet d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir des intervenants qui sont vraiment reconnus dans leurs domaines respectifs. Et nous sommes vraiment émus aussi de pouvoir organiser cette conférence avec nos professeurs d'université il y a 20 ans. Madame Ramanankasna, merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je salue également ma maître Lydia Rakutu, qui a été l'une de nos formatrices à l'ENMG. Et bien entendu, donc, Madame la présidente de l'ANZA, la très dynamique présidente de l'ANZA, qui est la cheville ouvrière de la conférence d'aujourd'hui. Notre modératrice aura l'occasion de les présenter un peu plus en détail tout à l'heure, mais permettez-moi justement aussi de vous introduire notre discrète, mais néanmoins très efficace modératrice, magistrate administrative également, secrétaire générale de l'ANZA, et l'une des spécialistes reconnues du droit de la mer à Madagascar. Veuillez accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Mealsou Rakutu.
Merci, monsieur le représentant de l'AENA et non moins ancien président de l'AENA et de l'ANZA. C'est toujours avec un grand plaisir que l'ANZA et l'AENA organisent des conférences. Et c'est toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons notre auditoire. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Nous ne vous remercions pas assez. Comme vous pouvez le voir, notre thème d'aujourd'hui, c'est le juge administratif malgache face aux défis actuels. En faisant le bilan des 40 dernières années, Bernard Stirn, président de section Conseil d'État, fait le constat suivant. Pour répondre aux besoins d'un univers renouvelé, la juridiction administrative s'est adaptée. La grande question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir, après 60 ans d'existence, la Chambre administrative malgache a été créée en 1961. Après 60 ans d'existence, qu'en est-il de la justice administrative malagasy? Pour répondre à cette question, nous aurons l'honneur et le privilège d'entendre d'illustres panélistes. Et je tiens à préciser aujourd'hui que nous n'aurons que des femmes, et c'est très bien comme ça. Madame Antonia Rakutorvel, qui a d'ores et déjà été présentée par Monsieur le Président, que j'invite tout de suite à venir sur scène. Elle va nous présenter l'évolution nécessaire du juge administratif pour une efficacité de la justice administrative. Je vous prie de l'accueillir sous vos applaudissements. Madame Antonia Rakutorvel est magistrate de l'ordre administratif. Elle a exercé au niveau du Conseil d'État depuis 2009. Elle a occupé les fonctions de commissaire de la loi et est actuellement conseillère à la Chambre des rapports, des études et des contentieux spécifiques. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est spécialisée en droit international et européen des droits fondamentaux. Et comme cela a déjà été précisé, elle est aujourd'hui présidente de l'ANZA. Madame, je vous donne la parole. Vous avez 20 minutes. Bonjour à tous. Donc, je voudrais réitérer mes remerciements pour votre venue très nombreuse aujourd'hui et donc qui témoigne de l'intérêt pour la justice administrative. Donc, le sujet d'aujourd'hui était les défis du juge administratif malgache. Et c'est un sujet très vaste, en fait, parce que les défis auxquels est confronté le juge administratif sont, je dirais, titanesques. Donc, je vais procéder par ordre d'élimination, étant donné qu'on m'a imparti que 20 minutes. Donc, je ne parlerai que de quelques défis. Donc, je n'aborderai pas délibérément les défis par rapport au manque de moyens, même si, à mon sens, on ne peut pas minimiser l'impact sur la bonne marche de la justice. Par exemple, dans la qualité de la justice rendue. Pour vous donner une petite idée, le budget 2022 du Conseil d'État cette année était de 79 300 000 ariary. C'est un peu moins qu'une direction dans certains départements ministériels et c'est un peu moins que le budget carburant d'un secrétaire général au niveau d'un ministère. Au niveau du Conseil d'État aussi, on a 8 ordinateurs pour une vingtaine de conseillers. Et donc, cela a un impact certain sur la qualité de la justice rendue, parce que, faute de moyens, par exemple, on ne pourrait pas ordonner des mesures d'instruction. Je ne parlerai pas non plus des défis par rapport à la perception du justiciable, parce que l'administration estime que ces décisions sont souvent annulées et donc le Conseil d'État est considéré comme un opposant, ou que les justiciables dont la requête est souvent rejetée, donc ils estiment aussi que le Conseil d'État est l'avocat de l'administration. Compte tenu du temps imparti, donc, je vais me concentrer sur les défis
inhérent au juge lui-même et à la juridiction face aux évolutions contextuelles, notamment l'idée que le juge se fait ou devrait se faire de son office. Donc, quand j'étais élève magistrat au niveau de l'ENMG, mon mémoire de fin d'études s'intitulait « Le juge administratif malgache est-il un juge de l'administration ou l'administration qui se juge ?» Donc, à l'époque, j'étais imprégnée des grands principes du droit administratif d'avant les années 2000. Et ma conclusion était que le juge administratif malgache est tellement spécifique et son pouvoir, il n'a pas besoin de pouvoir d'injonction parce que son pouvoir est tiré de l'autorité qu'il a. Donc j'étais fière de dire, en ne pouvant rien faire, il peut tout empêcher. Donc j'étais fière d'être parmi ces juges bloqueurs. Donc après une dizaine d'années, et quand j'ai été confrontée à la réalité de la pratique quotidienne, j'ai commencé à me poser la question de l'efficacité du juge en tant que conseil, mais également en tant que juge de l'administration. Donc après une dizaine d'années de travail, donc on a une vision différente de notre métier, de notre rôle, de la perception du justiciable, parce qu'on est encore plus conscient des attentes des justiciables. On veut également se lancer dans l'efficacité juridictionnelle et on veut conquérir également la légitimité. Donc, dans le cadre de la mission qui est dévolue, un juge efficace veut répondre dans l'attente du justiciable. Et donc, quelles sont ces attentes ? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est que le juge rende une décision claire, intelligible, qu'il traite le problème qu'il est venu soumettre dans un délai raisonnable. Il attend également qu'on exécute sa décision. Et donc, dans cette quête de l'efficacité, le juge doit tenir compte de l'évolution de l'environnement, de la société et de l'époque dans laquelle il vit et ajuster son office en fonction de cela. Donc, qu'est-ce que l'office du juge ? Je vais faire permettez-moi de faire une petite historique de la conception. Donc, l'office du juge, c'est par essence la fonction de juger. Donc, selon la définition classiquement admise, c'est trancher les litiges et dire le droit. Et puis, au XIXe siècle, Tocqueville estimait que le juge ne peut agir que quand on l'appelle, ou suivant l'expression légale, quand elle est saisie. Plus tard, Chaput, en 1982, a estimé que l'office comprend également les méthodes et les moyens déployés par le juge. Et actuellement, l'office du juge se détermine comme, je cite, un ensemble cohérent, constamment enrichi de pouvoirs et de devoirs, destiné à garantir un examen pertinent des litiges et l'effectivité de la décision rendue. Donc, le juge n'est plus dessaisi lorsqu'il prononce un jugement, et selon cette définition moderne, il se doit de veiller à l'exécution de cette décision. Donc, comme j'avais souligné tout à l'heure, le juge administratif doit faire évoluer son office en fonction des évolutions contextuelles. Et donc, on va parler de la mondialisation et de l'évolution des modes de gouvernance. Donc, la mondialisation oblige le juge administratif à revoir son mode de pensée, à adapter sa méthodologie de travail. Donc, comme on voit, il y a une internationalisation des sources du droit, donc du fait de l'existence de plusieurs traités et conventions internationales, ainsi que des grands principes qui s'en dégagent. Et quand les pays ont intégré le droit dans leur droit positif, on va retrouver des solutions juridictionnelles quasi identiques dans de nombreux pays. Donc je citerai par exemple en matière de droit de l'environnement, le Conseil d'État français, le 19 novembre 2020, avait sauté le pas d'exiger du gouvernement qu'il dévoile des mesures supplémentaires pour renforcer la lutte contre le changement climatique. Et cette position du juge français a été également suivie par le juge allemand en mars 2021, parce que le juge allemand a demandé à son législateur
d'ajuster les objectifs de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. Après, il existe une certaine pression internationale pour l'harmonisation des solutions et des concepts tels que l'approche droits humains ou l'objectif de développement durable. Donc, comme on a vu, pour une fois dans l'histoire, la justice est placée à l'ordre du jour du développement international. Enfin, le Conseil d'État malgache fait partie de quelques plateformes d'échange et de concertation entre juges administratifs, ce qu'on appelle généralement le dialogue des juges. Et donc, ça confirme le fait que le juge administratif malgache ne doit pas rester à l'égard de cette internationalisation du droit. Et au contraire, ça lui permettra de comparer, de s'enrichir des expériences et de s'inspirer des bonnes pratiques dans les autres pays afin d'améliorer la qualité de la justice. On a encore d'autres défis pour le juge, qui est le défi de l'évolution de modes de gouvernance. Donc actuellement, on parle beaucoup de bonne gouvernance, bonne justice, bonne administration de la justice. On parle de normes processuelles, procès équitable, égalité, impartialité. On doit également tenir compte des performances globales des juridictions. Tous ces défis doivent être pris en compte par le juge administratif quand il prend une décision. On va également voir que le juge administratif doit aller dans le champ où va l'administration. Donc, en fonction des modes de gouvernance, il doit faire évoluer ses méthodes de travail. À titre de petit rappel, un recours en annulation devant le juge doit être fait contre un acte administratif, c'est-à-dire un acte à caractère décisoire, faisant grief, un acte qui est matérialisé. Mais pendant les moments forts de la Covid-19, l'administration a pris des décisions à coup de communiqués, de déclarations télévisées, mais qui étaient considérées exécutoires et donc qui modifiaient la situation juridique des administrés. Et on se rappelle peut-être de ces travaux d'intérêt général qui n'étaient prévus par aucun texte, ou encore de déclarations télévisées où il y avait des mesures à prendre. Donc, pour la protection des intérêts des droits des administrés, le Conseil d'État français, par une décision rendue en juin 2020, a créé et défini une nouvelle catégorie d'actes administratifs qui est susceptible de faire un recours. Donc, même si ce sont des documents de portée générale qui n'ont pas été matérialisés, le juge administratif français a décidé de contrôler cet acte administratif. Donc, nous avons pu voir qu'il y a plusieurs contraintes. Il y a plusieurs contraintes qui s'imposent au juge, ainsi qu'il est très difficile de traiter les affaires qu'il est amené à traiter. Donc, le juge administratif, il peut démontrer une adaptabilité face à l'évolution du contexte et il doit user d'ingéniosité et surtout de courage pour mener à bien sa mission qui est de pleinement servir l'état de droit. Avant de vous partager mes réflexions par rapport à ce que devrait être l'office du juge malgache, je vais vous présenter brièvement l'exemple du juge administratif français qui a su construire des solutions progressistes en faisant évoluer son office en matière de contrôle de légalité. Donc, je rappelle un petit principe. En général, pour un contrôle de légalité, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans ses actions, mais lorsqu'il est saisi, le juge exerce un contrôle de la légalité du motif de la décision, ainsi qu'un contrôle restreint des appréciations de l'administration. Mais actuellement, le juge administratif essaie d'aller toujours plus loin dans le contrôle de l'action de l'administration. Oui, donc il a fait usage d'un... donc le juge a toujours essayé d'aller toujours plus loin, par exemple en instaurant le contrôle de proportionnalité, qui est un moyen de modération du pouvoir. Donc le juge administratif ne s'est pas contenté seulement d'un contrôle de légalité, mais
également des motifs de la décision, le choix d'une décision plutôt qu'une autre et la finalité de l'action administrative. L'audace du juge est encore allé plus loin avec l'appréciation de l'opportunité de l'action administrative, avec le contrôle d'opportunité ou la théorie du bilan coût-avantage. Donc, avec ce contrôle, il arrive que la valeur des choix effectués par l'administration est appréciée par le juge. Donc, c'est un réel contrôle maximum mis en œuvre. Donc, le juge peut substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité administrative. Donc, il y a eu, par exemple, le coût social ou financier anormalement élevé ou dépourvu de signification, c'est-à-dire des décisions qui sont déraisonnables ou mal étudiées. Il y a également la prise en considération d'autres intérêts publics. Par exemple, la santé publique est beaucoup plus importante que la circulation. Ou enfin, et c'est une des évolutions jurisprudentielles les plus récentes, en 2021, avec le département des Alpes-Maritimes, le Conseil d'État avait estimé que la construction d'un projet d'autoroute, même s'il y avait énormément d'avantages pour la circulation, il avait un coût extrêmement élevé et la Cour a décidé que la réalisation du projet avait également un impact très visible dans le paysage remarquable et serait de nature à gravement altérer le caractère du site regardé comme exceptionnel. Donc, j'espère que cette décision ne vous fait pas penser à un cas bien précis chez nous et que c'est le moment ou jamais d'essayer d'essayer de demander au juge de malgache s'il pourrait faire un contrôle d'opportunité. Donc, quelles leçons le juge administratif peut-il tirer du juge français? Je ne parlerai pas du principe de précaution, il ne me reste que 5 minutes. Donc, quelles sont les leçons à tirer pour le juge administratif malgache? Donc, on a pu voir que le juge administratif contribue largement à définir lui-même son office du fait que le droit administratif est un droit qui est essentiellement jurisprudentiel. On n'aurait pas aujourd'hui le régime de responsabilité, la théorie du principe général de droit ou même le recours pour excès de pouvoir sans le travail du juge administratif. Et donc, si le juge administratif s'enferme dans des principes traditionnels, je penserais qu'il y a une certaine manque d'honnêteté intellectuelle, voire peut-être de l'hypocrisie, de s'enfermer dans des certitudes traditionnelles et de ne pas prendre en compte l'évolution de la société. Dans le cadre de l'exécution de décisions de justice, la loi sur la Cour suprême prévoit déjà des mesures d'exécution des décisions de justice et donc des solutions jurisprudentielles comme la théorie de l'imprévision, les circonstances exceptionnelles, attestent que le juge administratif n'a jamais tenu le droit pour une fin en soi et il faut faire respecter la mission qui lui est dévolue, à savoir soumettre l'administration au droit. Et donc le fait qu'on ne peut pas appliquer ces textes faute de décret d'application, on peut se référer à l'audace du juge administratif pour exécuter les décisions de justice. Et enfin, si le juge ne peut agir que quand il est saisi en matière contentieuse, il a un large pouvoir d'autosaisine en matière de rapports et d'études, c'est-à-dire en matière non contentieuse. Donc, pour conclure, Madame la modératrice, donc, je vais conclure mon intervention sur ces quelques points et réflexions. Le juge de la légalité est un acteur central de la réalisation quotidienne de l'état de droit. Lors de son allocution en septembre 2022, le président du Conseil d'État français avait mentionné que notre société, comme les autorités publiques, ont tout à gagner du plein exercice et en toute indépendance de ses missions par le Conseil d'État. Donc c'est dans l'intérêt de l'administration et dans l'intérêt des justiciables que le Conseil d'État puisse exercer son rôle.
Donc le juge a la faculté d'étendre et de faire évoluer son office grâce à un droit prétorien, mais malheureusement, et c'est mon opinion personnelle, Monsieur le Président du Conseil d'État, malheureusement, le juge administratif malgache, il semble prendre ses distances par rapport à cette nature prétorienne, aussi bien dans sa démarche que dans ses décisions. Et comme je vous ai dit, ça ne tient pas forcément du juge, mais les préoccupations restent encore d'ordre fonctionnel, voire matériel, dans la mesure où, au niveau de certaines juridictions, le manque de matériel et personnel impose la priorisation de la continuité du service public au détriment de la qualité de la justice rendue. Et enfin, le juge administratif doit être rigoureux dans son raisonnement juridique, audacieux et créatif dans ses méthodes pour l'état de droit, la protection des administrés et l'efficacité de l'administration. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Madame Rakutorville, d'avoir respecté le temps. J'ai noté dans votre intervention que vous avez donné des indications sur le contenu et la définition de l'office du juge administratif. Je noterai particulièrement que dans cet office, sa mission principale est de servir l'état de droit et ça doit être le leitmotiv du juge administratif. Et dans cette perspective, il doit faire preuve d'ingéniosité, de courage, d'audace, de créativité, bref, un artiste plein et complet. Maintenant, allons de l'autre côté de la barre, si je puis dire. J'invite Madame, ou plutôt Maître Lydia Rakutra-Lemtuna à nous rejoindre sur scène et également notre troisième panéliste, Madame Chantal Ramanakas, à nous rejoindre. Alors, nous avons eu le regard d'un magistrat en exercice. Voyons voir maintenant le regard de l'autre côté de la pratique, au niveau des avocats. Maître Lydia Rakutra-Lemtuna est avocate au barreau de Madagascar depuis 1978. C'est dire qu'elle a beaucoup de choses à dire sur la justice administrative qu'elle connaît très bien, puisqu'elle fait partie des rares avocats qui maîtrisent très bien le droit administratif. Elle est également formateur elle était formateur à l'École nationale de magistrature pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, elle va nous faire part de son regard sur le contrôle de légalité du juge administratif et son efficience. Madame, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement honorée d'avoir été choisie pour intervenir dans cette conférence. La conférence organisée par l'Association des anciens de l'ENA, l'AENA, et l'Association nationale des juges administratifs, l'ANSA. Le thème qu'ils ont choisi, c'est le juge administratif malgache face aux défis actuels. Ma deuxième intervention, ce sera un regard personnel de l'avocat peut-être, mais d'un ancien publiciste devenu caméléon dans le droit privé et revenu aujourd'hui pour vous exposer son point de vue sur le thème qui a été proposé. Un regard donc sur le contrôle de légalité du juge administratif et l'efficience de ce contrôle.
Les termes de référence de la note adressée aux intervenantes soulignent d'emblée la fonction principale du juge administratif, qui est celle de contrôler la régularité des actes pris par l'administration en toutes circonstances. Le Conseil d'État français déclarait à sa rentrée du 7 septembre 2022 que pour assumer sa mission constitutionnelle, pour être aussi constructif dans l'action publique que le droit le permet, tout en étant intransigeant lorsque l'état de droit le commande, le juge administratif malgache engage des échanges et réflexions pour aborder avec vous, dans ces débats, les questionnements qui voudraient faire débattre. La première question, c'est: le juge administratif malgache arrive-t-il à suivre le rythme effréné que commandent les mutations rapides des sociétés modernes en exerçant son office habituel? La deuxième question que se pose le juge administratif malgache, c'est: que faire pour qu'il puisse agir efficacement? Et la troisième et dernière question: que doit-il faire pour asseoir une justice administrative indépendante et efficiente à Madagascar? Commençons par voir cet office habituel du juge administratif, qui est le contrôle de la régularité des actes administratifs. Ensuite, de donner les éléments de réflexion sur ce qu'il peut faire pour une justice indépendante et efficiente. Vous auriez tout de suite compris que je n'ai rien à vous apprendre, que les quelques réflexions qui vont suivre sera juste un fil conducteur des débats qui vont suivre. Notre système juridique a institué 2 juridictions administratives que sont le tribunal administratif et le Conseil d'État. Les articles 9 et 10 de la loi 2001-25 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier fixent les attributions du tribunal administratif cantonnées aux décisions des communes et des collectivités décentralisées. L'article 129 de la loi 2004-036 du 1er octobre 2004 sur l'organisation de la Cour suprême fixe, lui, les attributions du Conseil d'État. En fait, si je vous renvoie à ces articles, c'est pour que vous voyiez tout simplement que le rôle et les attributions du juge administratif, c'est le contrôle de légalité du juge administratif des actes administratifs. Le contrôle de légalité est donc l'office habituel du juge administratif. Le statut du juge administratif est consacré par les articles 121 et 127 de la Constitution, lorsque celle-ci parle du Conseil d'État. Le fondement de l'existence du Conseil d'État et de son contrôle de légalité est donc constitutionnel. L'exécutif ne peut pas faire ce qu'il veut, puisque les actes qu'il prend sont soumis à un contrôle juridictionnel de légalité, peuvent être sanctionnés, encourir l'annulation suite à un recours qu'on appelle excès de pouvoir. La légalité est la qualité de ce qui est conforme à la loi. La loi étant ici entendue dans son sens le plus large, qui est la conformité au droit. La légalité et la régularité de l'acte juridique pris. Appliqué à l'administration, le principe de légalité exprime la règle selon laquelle l'administration doit agir conformément au droit. Et c'est le sens de ce que nous
de ce dont nous parlons souvent ou toujours, de l'état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit? C'est un état qui est soumis à la loi et dont les gouvernements acceptent d'appliquer cette loi. Cette soumission à des règles de droit l'étend pour les lois que l'administration a elle-même élaborées, mais également pour celles qui lui sont extérieures. Citons pour mémoire la soumission à la Constitution, la soumission aux traités ratifiés, la soumission aux lois d'un droit administratif autonome d'un droit privé, les principes généraux du droit dont Mme Rakoutoir-Velo a déjà parlé et sur lesquels je ne vais plus m'étaler. L'exécution des lois est plus que l'exécution de chaque loi. Elle s'entend comme le maintien de l'ordre public et le fonctionnement des services publics. La légalité administrative n'est pas seulement la soumission de l'exécutif au législatif, mais elle exprime surtout la soumission de l'administration au droit et la soumission de l'administration au juge dans l'intérêt public. Cet intérêt public est un élément majeur de la légalité administrative. L'intérêt public est parfois désigné par les termes d'intérêt général, d'utilité publique, mais la notion couvre l'ordre public qui sauvegarde la tranquillité de tous, la sécurité de tous, la santé, la sécurité des travailleurs, la protection de la famille, bref, de notre vie quotidienne. La recherche d'un but d'intérêt public est la condition de la légalité de l'acte administratif. La légalité est également la compétence de l'auteur de l'acte. Dans la majorité des cas, une autorité administrative reçoit tel pouvoir à une fin bien déterminée. Cette autorité désignée ne peut être remplacée et il a un pouvoir bien défini. C'est ce qu'on appelle la compétence liée. La loi ou le règlement fixe de façon impérative les attributions de chaque agent. Le pouvoir dit discrétionnaire de l'administration est subordonné à ces critères de compétences liées. Le juge administratif sait et prend la mesure qu'il n'y a réellement ni une situation de pur pouvoir discrétionnaire, ni une situation de pure compétence liée, dans la mesure où l'administration est dans l'obligation de prendre un acte, elle peut avoir le choix du moment. Les inflexions à ce principe de l'égalité sont la théorie des circonstances exceptionnelles, et on avait parlé tout à l'heure, et on parle même de distribuer le cas de circonstances bien exceptionnelles lors de la Covid-19. Dans ces circonstances, il est supposé une situation anormale, une situation exorbitante, qu'il en découle l'impossibilité pour l'administration d'agir légalement. Et rappelons ici, pour ceux qui sont dans le droit administratif, l'arrêt RIS du 28 juin 1918, dans lequel un décret a suspendu une loi. Et le recours contre cette distorsion n'a pas été annulé parce que le juge administratif avait estimé qu'il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle. Comme je suis à la moitié de mon parcours, j'espère que je n'ai pas encore dépensé mes 10 minutes. Je vais essayer d'être plus brève et de ne pas trop vous ennuyer non plus. L'efficience de ce contrôle, l'efficience, ce mot, je ne l'ai pas connu toujours. De mon temps, donc en 1978, quand j'ai prêté serment d'avocat, il y a 44 ans, on parlait d'efficacité. Maintenant, le mot est devenu désuet et on parle plutôt d'efficience.
mais pour ceux qui ne comprennent pas l'efficience, n'oubliez pas que ce n'est pas loin de l'efficacité. Le contrôle est exercé par un juge dont les qualités exigées sont de nature de sa mission. Le juge est d'abord compétent. C'est le premier critère qu'on demande à un professionnel, la compétence. Ensuite, le juge est neutre. Il ne participe pas au conflit qu'il va juger et il s'abstient de prendre parti dans une lutte où il ne défend personne. Le juge administratif ne défend ni l'État, ni la personne qui est demandeur devant lui. S'il n'est certes pas indifférent au sort des parties qu'il juge, puisqu'il va en rétablir l'harmonie, il demeure neutre pour être juste et impartial. Il n'applique que le droit et il fait du droit. Sa neutralité repose sur deux principes de droit, celui de l'indépendance et celui de l'impartialité. Il est impartial et cette impartialité l'amène à se prononcer publiquement, l'amène à ne pas se prononcer publiquement sur des questions de société à propos desquelles il peut être amené à rendre un jugement. C'est le sens de son obligation de réserve. L'impartialité fonde sa légitimité, ainsi son efficacité. L'impartialité du juge et son indépendance sont deux notions fondamentales, étroitement dépendantes, mais qui assurent la confiance des justiciables. L'indépendance est le fondement de l'impartialité. Une indépendance par rapport aux gouvernants, une indépendance par rapport aux administrés et une indépendance du juge par rapport à lui-même. Le juge n'est pas aux ordres du pouvoir en place. Il ne doit rien craindre, ni rien espérer du politique. Il est certes fonctionnaire de l'État, mais il doit toujours avoir en tête qu'il a un statut particulier qui le protège et il doit statuer en toute âme et conscience. Il a une indépendance à l'égard des partis. Le juge ne prend pas cause et parti pour ceux qui ont le pouvoir économique ou qui ont l'argent ou qui ont l'opinion publique, relayée par des médias de plus en plus envahissants parce qu'avide de sensationnel plus que de respect du droit. Une indépendance du juge par rapport à lui-même, pourquoi ? Elle est traduite par 4 principes. Qui saisit ne peut juger, qui instruit ne peut juger, qui a jugé ne peut rejuger, et qui a donné un avis ne peut juger. Cette indépendance du juge est assurée par la Constitution et son impartialité par son choix. Mais il reste clair, pour vous comme pour moi, que quelle que soit la règle, le juge, c'est l'homme, ce qu'il est, ce qu'il veut faire de son travail de mission et partant de la justice qu'il rend. Le juge administratif, qui est également conseil de gouvernant, doit faire attention pour ne pas être la chambre d'enregistrement du pouvoir exécutif, ni être un privilège de juridiction, parce que ce risque est réel. Et je me souviens de la réserve émise dans les commentaires d'une universitaire sous l'arrêt Madagascar-Autruche SARL du 6 avril 2008, quand cette universitaire commente qu'il y a dans cet arrêt un déni de justice, de pusillanimité, et qui porte la réflexion sur le rôle du juge administratif qui n'a pas tenu dans la mesure où il a rejeté la demande
sans avoir expressément statué sur chacun des moyens du demandeur. Et lorsque le Conseil d'État a motivé sa décision par des formules générales comme argument incontournable de l'État malgache, l'intérêt supérieur de la nation, alors que ce sont des termes qui ne sont pas des motifs, qui sont juste là pour habiller la décision. Le juge administratif malgache est-il suffisamment neutre, indépendant et impartial pour assumer sa mission? L'avocate que je suis n'a pas toujours cette assurance et constate parfois avec regret que le juge administratif n'a pas acquis l'indépendance nécessaire pour rester dans l'impartialité. Sinon, comment expliquer que le juge administratif attend indéfiniment 2-3 ans la réplique de l'État à une demande régulièrement déposée et par contre, il peut enjoindre au demandeur de répondre dans les 15 jours, sinon le demandeur est mis en demeure de déposer où il va statuer. Il est regrettable que les parties dans un procès administratif, que sont l'État et le citoyen, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État est une partie dans le procès. Il ne faut donc pas oublier que ces parties ne reçoivent pas, mais doivent recevoir le même traitement. Et si cette façon de juger serait le début de la partialité et non de l'impartialité, je vous pose la question. Toutefois, il nous semble que la notion de procès équitable, par l'accès facilité au juge, par l'égalité de traitement des parties à un procès, par la contradiction du procès, par son caractère public, peut aider le juge administratif dans le sens de l'efficience qu'il cherche, comme le peuvent également les formations continues des juges pour entretenir leurs compétences nécessaires mais pas toujours suffisantes et l'ouverture sur le monde extérieur. Il y a également des outils légaux qui ne sont pas toujours utilisés parce qu'on a l'impression devant le juge administratif qu'on doit se contenter de ce qu'on appelle l'instruction, qui sont visés par les articles 140 et 142 de la loi organique de la Cour suprême. Le juge administratif malgache s'est longtemps inspiré de la jurisprudence du Conseil d'État et je m'en rends compte encore aujourd'hui en écoutant Mme Rakutoarvelu. Et sinon, continuer à apprendre pour devenir nous-mêmes indépendants. En effet, si on donne l'exemple de l'arrêt Barrel du 28 mai 1954 du Conseil d'État français, il a défini avec netteté les limites du pouvoir discrétionnaire et précise les règles relatives à la charge de la preuve et les pouvoirs d'instruction du juge administratif qui dirige l'instruction. Cet arrêt ne met pas à la charge du demandeur la charge de la preuve, comme on le fait en droit civil. Il a exigé de l'administration de fournir les motifs de sa décision, non seulement les motifs, mais l'ensemble des documents au vu desquels la décision a été prise. Le juge administratif a donc ce pouvoir d'instruire autrement que par ce que les parties veulent bien dire. Le Conseil d'État français est allé plus loin toujours dans le sens des enquêtes et de la charge de la preuve. L'arrêt Vicat Blanc du 6 mai 1959 va effectivement plus loin et a jugé que s'il est difficile au candidat à un concours administratif
d'apporter des commencements de preuves suffisamment sérieux et précis, le juge a enjoint l'administration de communiquer tous les documents nécessaires à sa prise de décision. Ça y est, je dois m'arrêter. J'ai 2 minutes. Merci beaucoup. Je peux donc conclure que l'instruction d'un dossier administratif n'est pas suffisant. Il faut que le juge administratif malgache aille plus loin et utilise tous les moyens juridiques qui lui sont donnés par la loi. Y a-t-il lieu de conclure sur l'efficience du contrôle exercé par le juge administratif? Je confirme ce que j'ai dit plus haut. C'est l'homme qui fait le juge, qu'il soit administratif ou pas. Le juge administratif veut-il rester l'outil juridictionnel d'une administration pressée et oppressée par le temps d'un mandat d'une personne élue et de son entourage gouvernemental qui veut se faire réélire, rester à son poste pour passer leurs actes, quel qu'en soit le prix? Ou le juge administratif fait-il le choix nécessaire de jouer pleinement son rôle pour lequel il a prêté serment? C'est un choix d'homme. Ce n'est pas uniquement un choix de théorie, ni un choix de livre. C'est l'homme qui juge. C'est l'homme, c'est le juge administratif qui rend pleinement justice. Des interventions, il y en aura toujours. Des ordres de la hiérarchie, ils sont réels, malgré tous les discours. Mais le jugé, ne l'oublions pas, est fonctionnaire et le caractère et sa carrière dépend de la fonction publique. Les innombrables conférences tenues et qui se tiendront encore et toujours rallument cependant en chacun de nous la conviction qu'il y a toujours dans ce pays, dans un pays, même dans le nôtre, une relève. Les 2 associations qui organisent ces débats et qui ont mes remerciements, nous pouvons avancer et faire bouger les choses, non par une révolution brutale, coercitive, de changer au plus vite au risque de tout détruire, mais par l'apprentissage partagé dans ces conférences et l'éducation de ceux qui en ont soif et besoin, par des décisions claires rendues par des juges soucieux de leurs compétences et de leur mission. Je vous remercie. Merci, Maître Lydia Racout, pour cette présentation de très grande qualité. Vous nous avez permis de faire un petit rappel, vous nous avez fait un petit rappel de ce qui est attendu du juge en général, mais également du juge administratif. Et ce que je retiendrai particulièrement, c'est que c'est le juge, c'est l'homme qui rend la justice, et donc de ses convictions dépendent de la qualité de la justice. Maintenant, j'invite Madame Chantal Ramanakassen. Madame Chantal Ramanakassen est professeure d'université. Elle est professeure de droit public à l'Université d'Antananarivo et auteure de nombreuses publications à l'étranger, à Madagascar. C'est bon. Alors, vous avez 20 minutes. Merci. Merci, Madame. Je suis contente de retrouver bien évidemment des collègues, de retrouver des connaissances plus ou moins de longue date, des étudiants bien évidemment, vous tous qui partagez avec nous, avec moi, la passion du droit, en l'occurrence la passion du droit administratif. Merci à l'AENA, à l'ANJA pour cette initiative qui nous permet de parler sans état d'âme, sans tabou, même s'il faut quelquefois un peu choquer. Nous permet de parler de la justice administrative, des juges administratifs. C'est vrai que
Ce n'est pas la première fois, il y a eu déjà des réflexions, des colloques, des tables rondes, des écrits autour de cette question. Malheureusement, c'est vrai aussi qu'on relève que les choses semblent être un peu figées. Tout au moins n'évoluent pas comme on le souhaiterait. J'espère, puissions-nous en tout cas cette fois-ci peut-être être un tout petit peu entendus. Et si ce n'était pas le cas aujourd'hui, merci à l'AENA, merci à l'ANJA, de nous faire revenir encore l'année prochaine si c'est nécessaire. La persévérance vient à bout de tout. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par mes amis, par mes amis tout à l'heure. J'ai envie de dire, tout a été quasiment dit. Et c'est un peu difficile, je suis un peu perplexe, c'est un peu difficile maintenant que je dois intervenir parce que beaucoup de choses ont été dites. L'essentiel a été dit. Ceci étant, je voudrais revenir sur ce que Mme Rakotoarvelo a déjà un peu évoqué, c'est un tout petit peu le contexte. Je vais revenir sur des considérations d'ordre général, un tout petit peu théoriques, mais qui va nous permettre de toucher un peu plus du doigt peut-être l'ampleur du défi du juge administratif malgache. Permettez-moi, je le dis souvent, de dire malgache et de ne pas dire malagache, puisque j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, je n'ai pas trop dans le dictionnaire français, la langue française ne nous appartient pas, nous l'empruntons, et dans le dictionnaire français, je vous avoue, je n'ai pas trouvé le terme malagache. Dans la langue française, on dit malgache, et donc je me permets, parce que je parle en français, de dire malgache. Ce n'est qu'une petite parenthèse. Donc, je voudrais d'abord aborder un peu le contexte. Peut-être pas le contexte, parce que vous l'avez abordé, Madame Rakotoarvelo. Je vais aborder le contexte malgache, me placer peut-être sur un terrain un peu terre-à-terre, mais qui va, après, dans un deuxième temps, me permettre de faire peut-être un peu plus de prospective. Alors, le contexte, je veux vous parler du contexte malgache. Et pardon d'avance d'avoir peut-être à choquer, si vous voulez, parce que ce contexte détermine beaucoup de choses, même pour le juge administratif. Le contexte, eh bien, c'est Madagascar. Ici, c'est Madagascar. Voilà. Alors, c'est Madagascar, donc, vous le savez, vous le vivez, nous le voyons, l'organisation des pouvoirs, et je ne fais pas encore du droit administratif, l'organisation des pouvoirs telle que cela ressort de la Constitution, mais telle que cela ressort également de la pratique du pouvoir. Et c'est un élément important que cette pratique du pouvoir, Maître Lydia, on a touché un petit mot tout à l'heure, nous fait dire que nous vivons, et je vais parler très gentiment, nous vivons dans une démocratie exécutive. Le terme n'est pas de moi, c'est-à-dire que nous vivons dans un pays où il y a une implication très prégnante du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir dominant. Le pouvoir exécutif qui est représenté, qui est incarné, et, en tout premier lieu, par le président de la République, par le chef de l'État. Et je vais reprendre une autre expression qui n'est pas de moi. On retrouve ça dans des ouvrages. On a parlé de république du président, république présidentielle. Ça, c'est notre contexte. On n'est pas les seuls à être une démocratie exécutive. Une des manifestations de ce dynamisme du pouvoir exécutif, c'est la prégnance de ce que l'on peut appeler l'État administratif. Je voudrais vous rappeler, vous le savez, que l'administration, c'est le bras, si vous voulez, politique du pouvoir exécutif. La Constitution nous le dit,
Le Premier ministre, c'est le chef de l'administration. Donc, c'est vraiment un exécutif qui est très fort. J'ai parlé gentiment de démocratie exécutive. Si je veux être un peu plus sévère, si vous voulez, si je veux choquer un peu plus, je vais dire que nous vivons dans une démocrature. Le terme, je ne l'ai pas inventé. Il n'est pas de moi. C'est un néologisme qu'emploient ceux qui observent la politique. Une démocrature, c'est quoi? C'est une forme de gouvernance qui va combiner les apparences formelles de la démocratie. C'est un régime qui emprunte certains attributs de la démocratie. Oui, on dirait qu'il y a séparation des pouvoirs. Oui, on dirait qu'il y a pluralisme, qu'il y a un pluralisme, mais qui néanmoins est dirigé d'une façon autoritaire. Voilà vous prenez un ouvrage, vous prenez même le dictionnaire, voilà ce qu'est une démocrature. Une démocrature, elle se caractérise également par un mode de gouvernement organisé autour d'un culte d'un homme fort. Alors, une démocrature ne s'appuie pas sur la terreur. Ne s'appuie pas sur la terreur, mais on va dire sur parfois une répression ciblée contre toute forme, on va dire toute forme d'opposition. Voilà comment généralement on définit une démocrature. Et donc, entre démocratie exécutive et une démocrature, il peut y avoir un glissement de telle sorte que oui, de la démocratie exécutive, on passe à une démocrature. Alors, je vous parle du contexte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, où sommes-nous dans tout cela? Allez, pour être gentil, je vais dire que peut-être, et c'est vraiment une opinion qui n'engage que moi personnellement, nous sommes à mi-chemin entre démocratie exécutive et démocrature. Notre gouvernance navigue un peu entre les eaux de cette démocratie exécutive et la démocrature. Mais pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que je vais maintenant vous parler de l'administration. Nous sommes toujours dans le contexte global où va évoluer donc le juge administratif. Puisqu'on est dans une démocratie exécutive, dans une démocrature, ça signifie quoi? Très concrètement, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, mais je voudrais quand même vous le rappeler, ça veut dire que on a un exécutif très fort, ce pouvoir exécutif, il est d'abord, en tout premier lieu, source de droit. Ça va? Source de droit avec un pouvoir réglementaire très fort, si vous voulez, avec donc une administration qui commande tout, qui peut imposer, Maître Lydia Racoult en parlait tout à l'heure, qui peut imposer sa volonté. Il n'a besoin de personne pour ça, et j'ai envie de dire, il n'a pas besoin parfois ni du Parlement, mais si, il en a besoin un peu, mais vous allez comprendre pourquoi je dis un peu, et il n'a pas besoin d'un juge pour pouvoir commander. Pouvoir exécutif, il peut tout faire, il peut tout entreprendre. Il peut aussi décider de ne rien entreprendre, de ne rien faire, de ne rien décider. Il fait tout ce qu'il veut. Lorsque vous venez auprès d'une administration, vous demandez quelque chose, on vous répond, c'est bien, elle ne veut pas vous répondre, ce sera comme ça.
Voilà concrètement comment les choses se passent avec l'administration. Bien évidemment, l'administration peut accepter ou vous refuser tel ou tel autre avantage. L'administration peut vous sanctionner. On dit qu'elle détient le monopole de la violence légitime. Bref, l'administration fait tout. Elle fait même l'arbitraire. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une réalité. Oui, vous allez me dire, comment osez-vous dire, vous qui enseignez du droit administratif, comment osez-vous dire que l'administration peut tout faire Maître Lydia en a parlé tout à l'heure, mais oui, il y a le principe de la légalité, donc c'est pas tout à fait vrai. L'administration ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, et je parle de la réalité concrète, c'est vrai, il y a le principe de la légalité, on l'enseigne aux étudiants, mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas s'extasier sur le miracle que constitue la soumission de l'administration au droit, sur le miracle de l'état de droit, parce que matériellement, aucune force ne peut contraindre l'administration. Et j'ai envie de vous dire, peut-être a-t-on sous-estimé justement cette chose-là, et quelque part, même les universitaires assument une certaine responsabilité, parce qu'à force de répéter depuis des lustres aux étudiants que l'administration est soumise au droit, peut-être que nous nous sommes persuadés que c'était réellement le cas, et on a contribué quelque part à entretenir une certaine quiétude, si vous voulez, une certaine quiétude sur la manière de faire de l'administration. Au risque de vous surprendre, au risque de vous choquer, oui, je vais le dire, le droit ne représente pour l'administration, j'ai envie de dire, qu'une contrainte relative. C'est la réalité. Pourquoi je le dis? D'abord parce que ce droit, pour une part importante, est l'œuvre de l'administration. Ce pouvoir réglementaire autonome très important que détient l'administration. Elle crée le droit, elle décide aujourd'hui, demain elle change d'avis. Bon, voilà. C'est comme ça. Il faut avoir conscience aussi que l'administration, et j'ai envie de dire, ça fait partie de l'ordre normal des choses, l'administration, oui, viole le droit, viole la loi. Et j'ai envie de vous dire, ça fait partie de l'ordre normal des choses, et de toute manière, si elle ne le faisait pas, on n'aurait même pas besoin d'être là, on n'aurait pas besoin de juridiction administrative. Donc c'est quelque chose qui relève du quasi normal. Alors parfois elle viole directement, purement et simplement, parfois d'une manière un peu plus contournée, si vous voulez. Parfois, elle est excusée de le faire, même quand on est dans des circonstances exceptionnelles, et elle a beaucoup de moyens de le faire. Comment pour violer directement? Voilà, il y a une loi. Bon, oui. Il y a une loi et elle ne prend pas les règlements d'application, et puis la loi reste lettre morte. Elle peut changer la loi, tout le monde le sait, à travers les circulaires qui viennent interpréter, qui viennent changer les choses. Voilà l'administration. C'est vraiment un constat vraiment sans état d'âme que je vous présente. Et face à cette administration, il y a nous les administrés, que vous êtes, que je suis, les administrés qui sont en situation d'infériorité pour se défendre contre éventuellement l'arbitraire. Vous allez me dire, oui, mais les administrés ont des droits également. Il peut s'en prévaloir. Oui, mais en tenter, à un moment très précis,
je suis victime d'un arbitraire de l'administration. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? En tenter. Au moment où se passe cette chose-là, bon, ben vous allez crier par-dessus les toits, dire mais oui, mais je suis dans mon bon droit, voilà, vous allez crier, je sais pas, approcher des médias, j'en sais rien, utiliser Facebook, au risque d'ailleurs après d'être poursuivi, je ne sais pas pour quelle infraction, je ne sais pas. Non, c'est pour vous dire. C'était pour vous dire. Administration, administrer, c'est le pot de fer en face du pot de terre. Voilà. Et on connaît la culture malgache. On la connaît, cette culture malgache. Même les juges administratifs l'ont dit, c'était lors d'un colloque de l'ANJA en 2014. Cette culture malgache qui a du respect et à la fois de la crainte par rapport au Fanzakan et qui se trouve finalement qui ressent, qui perçoit qu'il est dans une équation improbable, si vous voulez, lorsqu'il est en conflit avec l'administration, qu'il n'aura pas gain de cause. C'est ça ce que ressent l'administré. Il sait qu'il est un pot de terre et qu'il a en face de lui un pot de fer. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste donc à l'administré? Eh bien, à l'administré, lorsqu'il se sent lésé, eh bien, il lui reste le juge administratif. Je vais le dire clairement. Le pouvoir exécutif, il n'a pas besoin de juge administratif. Il est très fort. Il est très fort. Et donc, finalement, le juge administratif, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, on le dit, c'est le rempart. C'est le rempart, c'est le juge des libertés, c'est le juge des droits des administrés. L'administration, on en a parlé lorsque nous avons préparé cette rencontre, on en a parlé. Maître Lydia disait, parfois on a le sentiment que le juge administratif est avocat de l'État. Mais l'État, il n'a pas besoin de ça. Il est très fort. Celui qui a besoin de ça, c'est l'administré. C'est le pot de terre qui a besoin du juge administratif. Ceci pour vous dire que le défi, tel que je le pense, eh bien, c'est de faire du juge administratif le juge des droits et des libertés. Voilà. C'est pour ça que, soit dit en passant, je n'aime pas cette appellation Conseil d'État. Ça fait peur. Ça fait peur à l'administré. Et surtout quand on le traduit en malgache, Filankeften Fanzakan. Ben oui, mais si c'est le conseiller, c'est l'État, c'est donc cet exécutif, mais ça fait déjà peur. Et donc, moi, je pense sincèrement qu'il faut changer de nom. Je ne sais pas, Fitsaran, ni Fanaramash, ni Fanzakan. Enfin, voilà. Voilà le contexte, si vous voulez, que je voulais vous décrire. Pour ce qui, à mon sens, est un véritable défi. Le juge administratif, juge des droits et libertés. Je pensais faire vite et puis finalement, bon. Alors, par rapport à ce contexte, eh bien, il y a le défi des moyens. Pour que le juge administratif soit juge des droits et libertés, il y a donc un défi des moyens. Je ne veux pas parler des moyens matériels ou financiers, je ne les connais pas, mais peut-être que notre dispositif juridique est encore un peu lacunaire par rapport à cela. Il faudrait envisager de modifier des textes, de créer des nouveaux recours, parce que le recours pour excès de pouvoir, que Maître Lydia Racoult a bien expliqué tout à l'heure, il est étriqué. C'est un recours étriqué, vous rendez-vous compte. On demande à un administré
finalement, de se mettre en avant, parce qu'il n'existe pas d'action publique, de se mettre en avant. Lui qui est déjà en situation d'infériorité, on lui demande de se mettre en avant, puisque c'est lui qui doit faire une requête pour aller attaquer l'administration. Mais il a peur. Donc, il faudrait peut-être inventer, revoir 2004-036, enfin revoir les textes, créer de nouveaux types de recours pour se parer contre les différentes formes de violation de la légalité que commet l'administration. Nous avons essentiellement le recours pour excès de pouvoir, un contrôle objectif. Il faut d'abord, concernant le recours pour excès de pouvoir, abandonner cette conception d'un contrôle objectif. L'inférieur, c'est loin ça. Créer d'autres recours. Moi, je vois, il y a des étudiants ici. Les modèles... allez, 5 minutes. Les modèles européens nous donnent des exemples dans le droit allemand, dans le droit britannique. Oui, il y a des recours qui obligent l'administration, qui permet au juge qui permet de faire une action pour obliger l'administration à émettre un acte administratif, qui permet d'obtenir une prestation de l'administration, ce que l'on n'a pas dans notre droit. Oui, dans le droit français, oui, il y a des recours qui peuvent nous inspirer, référé suspension, référé liberté, tout ça. On peut l'imaginer. Mais en attendant une réforme législative, le juge administratif peut étendre sa compétence. 3 choses. D'abord, dans sa manière de contrôler. On parle beaucoup, je n'ai pas le temps, de subjectivisation du recours pour excès de pouvoir. Ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement du droit administratif. Le recours pour excès de pouvoir. Ça ne doit pas être simplement le recours de la légalité même avec un grand L, si vous voulez, mais on doit s'acheminer vers un juge qui met en balance des intérêts. Il y a d'une part qui n'est pas simplement censeur des illégalités, mais véritablement arbitre de tous les intérêts qui sont en présence. Et ça se fait. C'est un mouvement qui existe chez nous, qui existe déjà un peu chez nous. Mais il faut y aller. Pourquoi ? Le juge administratif qui doit contrôler tout, contrôler. Madame Rakotoarveld parlait tout à l'heure d'un contrôle maximum. Il ne doit plus exister, il ne doit plus exister d'actes injusticiables. Je pense aux actes de gouvernement. Et même si cette fameuse ordonnance d'un dimanche soir comment dirais-je, a restreint les compétences du juge administratif. Mais oui, mais on peut manipuler, je ne sais pas, la notion de détachabilité pour revenir par derrière, si vous voulez. Il ne doit pas y avoir, selon moi, d'actes injusticiables. Contrôle maximum. Dernière chose, contrôler en se référant non pas simplement à la loi avec grand L, et je pense au mouvement de ce que l'on appelle la constitutionnalisation du droit administratif, qui fait que le juge va se référer, parce qu'il va être juge des droits et libertés, qui sont inscrits dans la Constitution, si besoin, se référer à la Constitution, au revoir la théorie de la loi écran. Voilà peut-être, oh là là, décidément, moi qui pensais faire très vite, mais voilà, on continuera peut-être dans la discussion. Voilà le défi.